Une mendiante avec un bébé dans ses bras approcha un millionnaire qui dînait seul, et avec des yeux larmoyants, elle murmura, « Monsieur, pouvons-nous avoir ce qui reste de votre assiette? » Elle mourait de faim et n'avait clairement pas mangé depuis des jours. Ce que le milliardaire fit surprit tout le monde. Si cette histoire vous a intéressé, abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de nous dire de quelle ville vous nous regardez. Nous allons continuer. Le soleil du matin pénétrait à peine les fenêtres encrassées de l'appartement 4B dans le coin le plus ennuyeux et oublié du Bronx. Emma Reynolds, 11 ans, ajusta la mince couverture autour de Noah, 6 mois, dont les petits doigts grippaient son pouls usé. Le bébé n'était pas le sien, pas par le sang, mais de toutes les manières qui comptaient, il était devenu sa responsabilité. « Est-ce qu'il dort encore? » appela faiblement Martha Reynolds de la pièce attenante, sa voix tendue par l'effort. « Oui, grand-mère, je viens de lui donner le dernier du lait maternisé, » répondit Emma, ne mentionnant pas qu'elle l'avait dilué plus que recommandé pour le faire durer plus longtemps. Martha Reynolds, autrefois une institutrice de maternelle dynamique, passait maintenant la plupart de ses journées confinée à son lit, sa maladie cardiaque s'aggravant chaque mois qui passait. Le petit chèque de pension qui arrivait le 3 de chaque mois était leur seule bouée de sauvetage jusqu'à la semaine dernière, lorsque Martha avait été trompée au guichet automatique par quelqu'un prétendant aider. Maintenant, leur compte était vide et le prochain chèque était encore à 2 semaines. Emma plaça doucement Noah dans le berceau improvisé, un tiroir tapissé de leurs serviettes les plus douces, et marcha jusqu'au chevet de sa grand-mère. À 68 ans, Martha semblait 20 ans plus vieille. Son visage marqué par la douleur de son cœur défaillant et le fardeau d'élever sa petite fille après que sa fille, la mère d'Emma, les avait abandonnés toutes les deux quand Emma n'avait que 3 ans. « Je vais peser. Trouve-nous quelque chose à manger aujourd'hui, » déclara Emma, ses yeux bleus montrant une détermination qui démentait son jeune âge. Martha tendit la main vers celle d'Emma. « Le garde-manger de l'église. »« Ils sont fermés jusqu'à jeudi, » interrompit doucement Emma. Et Madame Wilson, la voisine, a dit qu'elle ne pouvait plus aider. Madame Wilson avait été celle qui leur avait apporté Noah il y a 4 mois, affirmant que sa mère était sa nièce, qui avait besoin d'un traitement médical d'urgence. Elle avait promis de revenir dans 1 semaine. Ce fut la dernière fois qu'elle l'avait vue, et malgré leur propre lutte, ni Emma ni Martha ne pouvaient supporter l'idée d'appeler les services sociaux. Noah était devenu de la famille. « Je vais à Manhattan, » annonça Emma. « Manhattan? C'est trop loin, trop dangereux pour une enfant de ton âge. »« Je ne suis plus une enfant, grand-mère, » dit Emma avec un sourire triste qui révélait la vérité de ses mots. À 11 ans, elle gérait leur horaire de médicaments, cuisinait le peu de nourriture qu'elles avaient et s'occupait d'un nourrisson, des responsabilités qui avaient depuis longtemps enlevé son enfance. 3 heures plus tard, Emma émergea du métro sur les rues étincelantes de l'Upper East Side. Noah solidement attaché à sa poitrine, avec un porte-bébé improvisé fait d'un vieux drap de lit. Le contraste entre son quartier et celui-ci la frappa immédiatement. Trottoir propre, portier et un uniforme impeccable, gens en costume d'affaires marchant avec détermination, leur visage ne montrant aucune de la fatigue désespérée qu'elle voyait quotidiennement dans le Bronx. Emma avait apporté Noah car elle ne pouvait pas le laisser avec sa grand-mère, qui manquait de la force de le tenir plus de quelques minutes. La présence du bébé, espérait-elle, pourrait aussi éveiller la compassion chez ceux qui les voyaient. Après avoir marché plusieurs blocs, recevant la plupart du temps des regards détournés et des airs de dédain occasionnels, Emma s'arrêta devant un restaurant avec de grandes fenêtres. À travers la vitre, elle pouvait voir des gens élégamment vêtus dînant à des tables ornées de fleurs fraîches et d'argenterie brillante. Son estomac se crispa douloureusement à la vue de la nourriture. Prenant une profonde inspiration, elle poussa la porte et entra. L'hôtesse, une grande femme avec un sourire contraint, se déplaça immédiatement pour l'intercepter. « Excusez-moi, mais s'il vous plaît, » murmura Emma,
serrant Noah plus près. J'ai juste besoin de demander quelque chose. Juste une minute. Quelque chose dans la voix d'Emma, non pas suppliante mais digne malgré ses circonstances, fit hésiter l'hôtesse. Dans ce moment d'indécision, Emma se glissa devant elle et s'approcha d'une table où un homme était assis seul, faisant défiler son téléphone en attendant son repas. William Parker, PDG de Parker Innovations, passait une journée particulièrement frustrante. À 42 ans, il avait transformé sa société technologique en une entreprise d'1 milliard de dollars. Mais les négociations d'acquisition échouées d'aujourd'hui l'avaient mis de mauvaise humeur. Il leva les yeux, agacé par l'interruption, pour trouver une petite fille aux yeux intelligents debout devant lui, un bébé attaché à sa poitrine, tous deux vêtus de vêtements propres mais visiblement usés. « Monsieur, » dit Emma, sa voix ferme malgré la façon dont son cœur battait dans sa poitrine. « Serait-il possible, quand vous aurez fini, pourrions-nous avoir ce qui reste dans votre assiette? » La question resta en suspens. William la regarda, pris au dépourvu, non seulement par la demande, mais par la dignité avec laquelle elle était formulée. Il n'y avait pas d'apitoiement sur soi dans ses yeux, pas de plaidoyer dramatique, juste une question directe posée par un besoin authentique. Le directeur du restaurant apparut aux côtés d'Emma. « Je suis désolé, monsieur. Je vais faire en sorte que la sécurité les enlève immédiatement. » William leva la main, arrêtant le directeur au milieu de sa phrase. « Ce ne sera pas nécessaire. » Il regarda Emma plus attentivement maintenant, remarquant sa silhouette mince, la façon protectrice dont elle tenait le bébé et l'ombre indéniable de la faim dans ses yeux. « Asseyez-vous, dit-il, désignant la chaise en face de lui. « Monsieur, notre politique, commença le directeur. « Je comprends votre politique, le coupa William, sa voix portant l'autorité de quelqu'un habitué à être obéi. Mais ce sont mes invités maintenant. » Le directeur recula et Emma s'assit soigneusement, ajustant Noah dans ses bras. « Quel est votre nom? » demanda William. « Emma Reynolds et c'est Noah. »« Est-il votre frère? » Emma hésita. « Il est de la famille. » William hocha la tête, acceptant sa réponse sans insister. « Je suis William Parker. » Il fit signe au serveur. « S'il vous plaît, apportez un menu enfant. » Il jeta un coup d'œil à Noah. « Avez-vous quelque chose de convenable pour un nourrisson? »« Le chef peut préparer une purée de légumes, » offrit le serveur. « Parfait, et s'il vous plaît, accélérez ma commande. » Emma le regarda, la confusion évidente sur son visage. « Je ne voulais pas que vous nous achetiez de la nourriture. Je pensais juste que peut-être ce que vous n'aviez pas fini. » William l'étudia un instant. « Où sont tes parents, Emma? » « Ma maman est partie quand j'étais petite. Je n'ai jamais connu mon papa. Je vis avec ma grand-mère dans le Bronx, mais elle est malade. » Et Emma s'interrompit, soudain consciente qu'elle en avait trop dit. Le repas de William arriva avec une plus petite assiette pour Emma et un petit bol de légumes en purée pour Noah. Emma nourrit soigneusement Noah en premier, ses mouvements pratiqués et doux. Ce n'est que lorsque le bébé eut mangé qu'elle se tourna vers sa propre nourriture, mangeant lentement et avec une retenue qui parlait de quelqu'un peu habitué aux repas réguliers. « Votre grand-mère, qu'est-ce qui ne va pas avec elle? » demanda William. « Son cœur, elle a besoin de médicaments qui coûtent cher et elle s'est fait avoir au guichet automatique la semaine dernière, alors nous avons perdu tout notre argent pour le mois. » Le ton factuel d'Emma brisa quelque chose à l'intérieur de William. Des enfants de son âge devraient se soucier de leurs devoirs et de leurs amis, pas des coûts des médicaments et de l'alimentation des bébés. Alors qu'il finissait de manger, William prit une décision qui allait changer le cours de plusieurs vies. « Emma, j'aimerais vous aider, vous et votre grand-mère et Noah. Me laisseriez-vous faire cela? » Emma le regarda avec une lassitude née d'une dure expérience. « Pourquoi voudriez-vous nous aider? » C'était une question juste et une à laquelle William n'était pas entièrement sûr de pouvoir répondre. C'était peut-être la franchise dans ses yeux, ou le soin qu'elle montrait pour Noah, ou simplement le rappel brutal de la fragilité humaine dans un monde où il s'était isolé avec richesse et pouvoir. « Parce que je peux, dit-il finalement,
et parce que vous avez eu le courage de demander ce dont vous aviez besoin. Emma considéra ces mots attentivement. Dans le Bronx, les offres qui semblaient trop belles pour être vraies l'étaient généralement, mais quelque chose chez William Parker semblait différent. Il n'y avait aucune condescendance dans son regard, aucune pitié de façade, juste une offre sincère étendue d'un être humain à un autre. Ma grand-mère dit toujours que nous devrions être prudents avec les étrangers, dit Emma. Mais elle dit aussi qu'il y a encore de bonnes personnes dans le monde. Elle ajusta Noah dans ses bras, sa petite tête reposant maintenant contre son épaule alors qu'il somnolait. Je pense que peut-être vous êtes l'un d'eux. William ressentit une chaleur inattendue à sa confiance hésitante. J'espère prouver à votre grand-mère qu'elle a raison. Alors qu'ils quittaient le restaurant ensemble, aucun des deux n'aurait pu prédire à quel point leur vie allait changer complètement ou les défis qui les attendaient alors que leur monde entrait en collision. Pour Emma, c'était un pari désespéré né de la nécessité. Pour William, c'était un moment de clarté dans une vie qui avait été définie par l'acquisition plutôt que par la connexion. Et pour bébé Noah, inconscient dans son sommeil innocent, c'était le début d'un avenir soudainement plein de possibilités. Le costume sur mesure de William Parker sembla soudainement déplacé, alors qu'il suivait Emma dans l'escalier étroit de l'immeuble délabré du Bronx. L'ascenseur était hors service depuis des mois, selon Emma, qui monta les 4 étages avec une aisance habituelle malgré qu'elle portait Noah. William se trouva légèrement essoufflé au moment où ils atteignirent le palier. « Grand-mère dort peut-être », murmura Emma alors qu'elle cherchait la clé. « Elle se fatigue beaucoup. » L'appartement était petit, mais méticuleusement propre. Ce qui frappa le plus William n'était pas ce qui était là, mais ce qui n'était pas. Pas de télévision, pas d'ordinateur, un mobilier minimal, des murs nus à l'exception de quelques photographies soigneusement conservées. L'espace parlait de dignité maintenue face à la rareté. Martha Reynolds ne dormait pas, mais était assise dans son lit, son visage marqué par l'inquiétude qui se transforma en choc lorsqu'elle vit l'étranger grand et bien habillé suivre sa petite fille par la porte. « Emma, où étais-tu? »« Et qui est grand-mère? »« C'est M. Parker. William, il nous a acheté le déjeuner. » Et Emma se précipita pour expliquer, mais l'expression de Martha s'était déjà durcie de suspicion. « Monsieur, je ne sais pas ce que ma petite fille vous a dit, mais nous n'acceptons pas la charité, quoi qu'elle vous ait demandé. »« Madame Reynolds, » William interrompit doucement, « votre petite fille n'a pas demandé de charité. Elle a demandé si elle pouvait avoir les restes de mon assiette après que j'ai fini de manger. C'est moi qui ai offert plus. » Il resta debout près de la porte, conscient d'être un intrus dans leur espace. Emma protégeait Noah et essayait de vous aider. Vous devriez être fier de son ingéniosité. Les yeux de Martha s'adoucirent légèrement en regardant Emma, qui installait maintenant Noah dans son berceau improvisé. « Je suis fier chaque jour. » Elle se tourna vers William. « Mais je ne comprends toujours pas pourquoi vous êtes ici. » William choisit ses mots suivants avec soin. « Madame Reynolds, j'aimerais aider votre famille, non pas comme une charité, mais comme un investissement dans l'avenir d'Emma et celui de Noah. »« Nous avons réussi jusqu'ici par nous-mêmes, » répondit Martha, bien que sa voix manquait de conviction. « Grand-mère, » dit Emma doucement, « le médicament est presque fini et le réfrigérateur est vide, et Noah a besoin de lait maternisé. » Un lourd silence remplit la pièce. La fierté de Martha s'estompait visiblement face à sa compréhension pratique de leur situation. William sentit que c'était un moment charnière. Pousser trop fort et la porte se fermerait. Trop peu et l'opportunité d'aider s'échapperait. « Qu'est-ce que vous proposez exactement, Monsieur Parker? » demanda finalement Martha. « Pour commencer, j'aimerais m'assurer. Vous avez de la nourriture, des médicaments et tout ce dont Noah a besoin, dit William. Au-delà de cela, j'aimerais aider Emma à poursuivre ses études dans une école qui puisse la stimuler. Elle est clairement brillante. »« Je suis en 6e, interjeta Emma. J'ai été accéléré l'année dernière. » William sourit. « Je ne suis pas surpris. » Il se tourna vers Martha.
J'aimerais aussi m'assurer que vous voyez les bons médecins pour votre problème cardiaque. L'expression de Martha resta réservée. Et qu'attendez-vous en retour de toute cette générosité? La question n'était pas injuste. Dans le monde de William, rien ne venait sans attente. Mais ici, dans cet appartement modeste avec ses gens fiers et en difficulté, les règles normales de transaction semblaient inadéquates. Rien, Madame Reynolds, sauf peut-être la chance de mieux connaître votre famille. Martha l'étudia un long moment, ses yeux vifs malgré sa fragilité physique. Emma a de bons instincts à propos des gens. Elle a dû voir quelque chose en vous, soupira-t-elle. Nous accepterons votre aide pour les besoins immédiats, nourriture et médicaments. Le reste, nous en discuterons. C'était une petite concession, mais William l'a reconnue comme le geste significatif qu'elle était. Ce soir-là, le chauffeur de William livra des courses, des ordonnances, des fournitures pour bébé et un vrai berceau pour Noah. William lui-même revint le lendemain et le jour d'après. Chaque visite révéla davantage sur la remarquable famille vivant dans l'appartement 4B. Il apprit que Martha avait été enseignante pendant 35 ans avant sa retraite anticipée forcée par sa santé. Qu'Emma avait appris à lire seule à 4 ans et avait un don particulier pour les mathématiques. Que Noah, malgré ses débuts incertains, s'épanouissait sous leurs soins, atteignant les étapes de développement pilotant. À la fin de la semaine, William avait fait en sorte que Martha voie un cardiologue de renom, inscrivit Emma dans une prestigieuse école privée avec une bourse qu'il finançait discrètement, et trouva une garderie agréée pour Noah qui permettrait à Martha d'avoir l'esprit tranquille et à Emma la liberté de se concentrer sur ses études. Victoria Caldwell remarqua immédiatement les changements chez William. En tant que directrice marketing de Parker Innovations et compagne occasionnelle de William lors d'événements sociaux, elle était fière de le comprendre mieux que quiconque. Dernièrement, cependant, il annulait des dîners, manquait des galas de charité et était étrangement vague sur ses allées et venues. « Tu as été distrait », commenta-t-elle pendant le déjeuner dans son bureau, son ton décontracté, mais ses yeux vigilants. Les membres du conseil l'ont remarqué lors de la réunion d'hier. William leva les yeux du dépliant de l'école qu'il examinait. « J'ai eu des affaires personnelles à régler. »« Des affaires personnelles? C'est nouveau pour toi. » Victoria se pencha en avant, ses doigts parfaitement manucurés ajustant son collier imposant. À 38 ans, elle avait soigneusement cultivé son image de professionnelle sophistiquée et ambitieuse, le complément parfait du succès corporate de William. Leur relation restait indéfinie par choix mutuel, mais Victoria avait longtemps supposé qu'elle évoluait vers quelque chose de plus permanent. Les gens changent, Victoria. Les gens comme toi ne changent pas sans raison. Son sourire restait en place, mais ses yeux s'étaient refroidis. Y a-t-il quelqu'un de nouveau dans ta vie que je devrais connaître? William réfléchit à comment répondre. La vérité qu'il était de plus en plus préoccupé par le bien-être d'une fille de 11 ans, de sa grand-mère malade et d'un bébé abandonné semblerait bizarre, même à ses propres oreilles. « Je réévalue juste quelques priorités », dit-il finalement. Le téléphone de Victoria sonna avec une notification. « Le comte Henderson », murmura-t-elle, scannant le message. « Il menace de se retirer si nous ne respectons pas leurs nouvelles conditions. » Elle leva les yeux. « Quoi que te distrait, William, règle ça vite. Nous ne pouvons pas nous permettre d'instabilité en ce moment. » Alors que Victoria quittait son bureau, William se tourna vers le dépliant de l'école, pensant au visage d'Emma quand il lui avait parlé de la bourse. Son enthousiasme initial avait rapidement cédé la place à des préoccupations pratiques, le coût de l'uniforme, le transport, la logistique, si elle s'intégrerait avec des camarades de classe issus de familles riches. Même à 11 ans, pensait-il, elle réfléchissait comme quelqu'un qui avait appris que l'espoir nécessitait une gestion prudente. Ce week-end-là, William amena Emma, Martha et Noah à Central Park. C'était la première sortie significative de Martha depuis des mois, et bien qu'elle se fatiguât rapidement, l'air frais redonna des couleurs à ses joues. Emma poussa la poussette de Noah, une nouvelle que William avait fournie, avec une vigilance protectrice qui le touchait et le troublait à la fois.
Aucun enfant ne devrait porter une telle responsabilité. Ils s'installèrent sur un banc près du lac, regardant des voilières miniatures dériver sur l'eau. Noah gazouilla joyeusement sur les genoux de Martha, fasciné par les motifs de lumière et d'ombre à travers les arbres. « Ma fille aimait ce parc », dit Martha inopinément, son regard lointain avant que les drogues ne la tiennent. William resta silencieux, sentant que Martha partageait quelque chose d'important. Elle était brillante, comme Emma, pleine de potentiel. Martha caressa doucement la tête de Noah, mais elle est tombée sur les mauvaises personnes au lycée. À 20 ans, elle était toxicomane. À 23 ans, elle m'a laissé Emma et a disparu. Elle regarda directement William. C'est pourquoi je m'inquiète qu'Emma ait des opportunités qui l'éloignent trop de ses racines. J'ai vu ce qui se passe quand le fossé devient trop large pour être comblé. William considéra ces mots attentivement. « Je comprends votre inquiétude, Madame Reynolds, mais Emma mérite toutes les opportunités. » « Martha, s'il vous plaît. » Elle le corrigea. « Et oui, elle en mérite, mais pas au détriment de qui elle est. » Elle marqua une pause. « Pourquoi faites-vous vraiment tout cela, William? Et ne me dites pas que ce n'est rien. Personne ne fait quelque chose pour rien. » La question tournait dans l'esprit de William depuis des jours. Sa vie avait été définie par des décisions stratégiques, des objectifs clairs, des résultats mesurables. Cette situation défiait de tels paramètres. « J'ai réussi au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer, » dit-il lentement. « Mais dernièrement, je me suis demandé à quoi tout cela servait. Rencontrer Emma, voir comment elle s'occupe de vous et de Noah, malgré le peu qu'elle a elle-même, cela m'a rappelé qu'il existe des mesures de succès plus importantes que les bénéfices trimestriels. » L'expression de Martha s'adoucit. « Vous êtes un homme surprenant, William Parker. Je me surprends moi-même ces jours-ci, » admit-il. Emma revint après avoir acheté de la crème glacée, distribuant soigneusement les douceurs, avec un sérieux qui fit sourire William. Alors qu'ils étaient assis ensemble sur ce banc de parc, les quatuors improbables composés d'un PDG d'entreprise, d'une ancienne enseignante souffrante, d'un enfant prématurément responsable et d'un bébé abandonné, quelque chose se modifia dans la compréhension de William de la famille. Pendant des années, il s'était défini par ce qu'il avait construit et acquis. Maintenant, en regardant Emma aider patiemment sa grand-mère avec sa crème glacée, tout en gardant un œil vigilant sur Noah, il commença à voir que peut-être les choses les plus précieuses de la vie ne pouvaient pas être gagnées ou achetées du tout. Ce qu'il ne pouvait pas voir, c'était la silhouette familière qui les observait de loin, son expression calculatrice alors qu'elle prenait des photos avec son téléphone. Victoria Caldwell avait suivi William, déterminée à découvrir ce qui ou qui occupait son attention. Ce qu'elle trouva était plus déroutant qu'une rivale amoureuse ne l'aurait été. Alors qu'elle zoomait pour capturer l'image de William Parker, titan de l'industrie, essuyant doucement de la crème glacée du menton d'un bébé, Victoria ressentit une froide certitude que tout ce qui se passait ici menaçait tout ce pour quoi elle avait travaillé. Et Victoria Caldwell n'avait jamais été du genre à accepter les menaces passivement. Emma se tenait à l'entrée de la Westbrook Academy, serrant son nouveau sac à dos à poings blancs, l'imposant bâtiment de briques avec ses pelouses impeccables et ses parterres de fleurs soigneusement entretenus semblait appartenir à un autre monde, un monde qu'elle n'avait entrevu que dans des livres de bibliothèque et des aperçus occasionnels à la télévision. Des élèves passaient devant elle dans leurs uniformes impeccables, leur confiance facile contrastant fortement avec le nœud d'anxiété dans son estomac. « Tu as ça », dit William, debout à côté d'elle. Il avait insisté pour la conduire lui-même pour son premier jour, malgré sa protestation qu'elle pouvait prendre le métro. « Et s'ils savent ?» murmura Emma, exprimant sa peur la plus profonde. « Non, quoi, que je n'ai pas ma place ici, que je viens du Bronx, qu'avant la semaine dernière, je me demandais d'où viendrait notre prochain repas. » William s'agenouilla pour la regarder dans les yeux, insouciant des dommages à son pantalon de costume coûteux.
Emma Reynolds, tu as ta place partout où ton esprit peut te porter. Et d'après ce que j'ai vu, c'est à peu près partout dans le monde. Il redressa sa cravate déjà parfaite. D'ailleurs, tu es la seule élève de 6e que je connaisse qui peut calculer les intérêts composés de tête et changer une couche en moins de 30 secondes. Cette blague lui arracha un petit sourire. Emma prit d'une profonde inspiration et redressa ses épaules. D'accord, je peux faire ça. Bien sûr que tu peux. Je te chercherai à 15h30. William la regarda franchir les portes, sa démarche devenant plus assurée à chaque pas. Ce n'est que lorsqu'elle disparut de sa vue qu'il retourna à sa voiture où son chauffeur attendait. Westbrook Academy coûte plus cher que certaines universités, remarqua Daniel, le chauffeur de William depuis 7 ans et peut-être le plus proche ami qu'il ait eu. Ce doit être une enfant formidable. Elle l'est, dit simplement William, son esprit déjà en train de revoir les réunions qu'il attendait chez Parker Innovations. Maintenant, voyons si je peux me concentrer sur le travail pour une fois. Mais la concentration se révéla insaisissable. Tout au long de ces réunions du matin, William se demanda comment Emma s'en sortait avec ses nouveaux camarades de classe, si elle se sentait dépassée par le programme avancé, si elle mangeait le déjeuner qu'il avait insisté pour ajouter à son compte. « William, es-tu avec nous? » Bernard Klein, le conseiller juridique de l'entreprise, le regardait avec attente ainsi que le reste de l'équipe exécutive. « Bien sûr, » répondit William avec aisance, bien qu'il ait complètement perdu le fil de la discussion. « S'il vous plaît, continuez. » Victoria Caldwell, assise de l'autre côté de la table de conférence, l'étudia les yeux plissés. Après la réunion, elle le suivit jusqu'à son bureau. « Qui était-elle? » demanda-t-elle sans préambule, fermant la porte derrière elle. « Qui? » La vieille femme, la petite fille et le bébé, celle avec qui vous étiez à Central Park samedi. William se raidit. « Vous me suiviez? » « J'étais inquiète, » répondit Victoria. « Vous avez été distrait, annulé des plans, parti tôt. Ce n'est pas votre genre, William. Et maintenant, je vous trouve en train de jouer aux familles heureuses avec des inconnus dans le parc. » Sa voix prit un ton tranchant. « Que se passe-t-il exactement? » William considéra sa réponse attentivement. Victoria n'était pas seulement une dirigeante clé de son entreprise, mais aussi quelqu'un avec qui il partageait une histoire personnelle compliquée. Leur relation avait toujours été de convenance plutôt que passionnée. Deux personnes ambitieuses qui comprenaient les priorités de l'autre et respectaient l'espace de l'autre, ou du moins c'est ce qu'il avait pensé. « J'aide une famille qui a traversé des moments difficiles, dit-il finalement. La grand-mère est malade et la fille est exceptionnellement brillante. Je m'assure qu'elle ait des opportunités éducatives. Depuis quand vous impliquez-vous personnellement dans des cas de carité? C'est à ça que sert votre fondation. » Les sourcils parfaitement sculptés de Victoria s'arquèrent d'incrédulité. « Vous n'avez même pas assisté à la baby shower de votre propre sœur l'année dernière parce que vous aviez leur conférence téléphonique. » « C'est peut-être ça le problème, » répondit William, se surprenant lui-même par cette admission. « Peut-être que mes priorités étaient fausses depuis longtemps. » L'expression de Victoria passa de l'incrédulité au calcul. « Vous devez faire attention, William. Le conseil surveille tout ça. » « Bon, Massillani, surveille tout ce que vous faites. Un PDG soudainement erratique n'inspire pas confiance aux investisseurs. » « Il n'y a rien d'erratique à aider les gens, » dit William, son ton se durcissant. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des appels à retourner. » Victoria s'attarda à la porte. « Rappelez-vous juste qui a été à vos côtés toutes ces années, William, qui comprend ce monde que vous avez bâti. » Sur cette dernière pique, elle partit, ses talons claquant sèchement sur le sol de marbre. William se tourna vers la fenêtre, les mots de Victoria résonnant inconfortablement. Elle n'avait pas entièrement tort. Le monde de l'entreprise fonctionnait selon certaines règles, et son comportement récent en enfreignait plusieurs. Mais pour la première fois depuis des années, il sentait qu'il faisait peut-être quelque chose qui importait au-delà des rapports trimestriels et des cours boursiers.
Son téléphone vibra avec un message texte du centre de garde d'enfants qu'il avait organisé pour Noah. Il y avait une photo jointe du bébé assis seul, souriant à l'appareil. William se surprit à sourire à l'image. Un autre vibreur, cette fois un message de Martha envoyé laborieusement avec des doigts arthritiques. Le docteur Levine dit que le nouveau médicament fonctionne. Merci. Petite victoire, mais d'une certaine manière, elle semblait plus importante que l'acquisition majeure qu'il avait supervisée le trimestre dernier. À 15h25 précisément, la voiture de William s'arrêta devant Westbrook Academy. Il repéra immédiatement Emma assise seule sur un banc, le visage composé, mais sa posture révélant la tension qu'elle portait. Quand elle vit sa voiture, le soulagement inonda ses traits. « Comment c'était ?» demanda-t-il alors qu'elle se glissait sur le siège arrière à côté de lui. « Différent », dit Emma après un moment de réflexion. « Les maths sont faciles, mais ils font déjà du français, et je n'ai jamais étudié de langues auparavant. » Et au déjeuner, elle s'interrompit. « Quoi au déjeuner ?» Emma haussa les épaules, tentant l'annoncer. « Personne ne m'a vraiment parlé, mais c'est bon. J'avais un livre. » William ressentit un pincement de culpabilité. Il s'était tellement concentré sur son entrée à l'école qu'il n'avait pas pleinement considéré les défis sociaux auxquels elle ferait face. « Ces choses prennent du temps, » dit-il, espérant que c'était vrai. « Tu te feras des amis. » Emma hocha la tête, mais ses yeux racontaient une autre histoire. Elle avait vécu toute sa jeune vie en tant qu'étrangère, la fille sans parents, la gardienne au lieu de l'enfant, l'élève pauvre dans un quartier riche. Un uniforme d'école prestigieuse ne pouvait pas changer cela du jour au lendemain. Quand ils arrivèrent à l'appartement, ils trouvèrent Martha de meilleure humeur qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Le nouveau médicament soulageait déjà ses symptômes, et l'aide à domicile que William avait arrangée l'aidait avec les tâches quotidiennes, libérant Martha de l'effort physique qui avait taxé son cœur affaibli. Noah rampa avec enthousiasme vers Emma quand elle entra, son visage s'illuminant à sa vue. Pour la première fois ce jour-là, Emma sourit pleinement en le prenant dans ses bras. « Il a roulé du dos au ventre 3 fois aujourd'hui, » rapporta l'aide-soignante. « Et il babillait plus, très avancé pour son âge. » William regarda Emma commencer immédiatement à raconter sa journée à Noah, comme si le bébé pouvait comprendre chaque mot. Sa capacité à prendre soin des autres, malgré ses propres difficultés, continuait à l'étonner. Plus tard, alors que William aidait Emma avec ses devoirs de français à la petite table de cuisine, il se retrouva à apprécier la simple domesticité du moment. Dans son appartement terrasse avec son design minimaliste et ses vues spectaculaires, il avait tout le luxe, mais expérimentait rarement ce genre de chaleur sans complications. « Monsieur Parker », appela Martha de sa chambre où elle se reposait. « Voulez-vous rester dîner? Rosa a fait des pâtes supplémentaires. » L'invitation était significative, un passage de l'acceptation de son aide à l'accueil de sa présence. « J'aimerais bien, » répondit William, surpris de la sincérité de ses mots. Au cours du simple repas, William en apprit davantage sur la carrière d'enseignante de Martha, les livres préférés d'Emma et la personnalité émergente de Noah. La conversation coula naturellement, ponctuée par les gazouillis joyeux occasionnels de Noah et les douces réminiscences de Martha. « Vous ne mentionnez jamais votre propre famille, William, » observa Martha alors qu'Emma débarrassait des plats. William se tendit légèrement. « Pas grand-chose à raconter. Mes parents ont divorcé quand j'avais 12 ans. Mon père s'est remarié et a fondé une nouvelle famille en Californie. Ma mère vit dans le Connecticut, concentrée sur son œuvre de charité. Nous ne sommes pas proches. Et pas de famille à vous? Pas de femme, d'enfants? » « Je n'ai jamais trouvé le temps, » répondit William, la réponse familière sonnant creuse même à ses propres oreilles. La vérité était plus compliquée. Le divorce acrimonieux de ses parents l'avait rendu méfiant vis-à-vis des enchevêtrements émotionnels, et sa concentration exclusive sur la construction de son entreprise lui avait fourni une excuse commode pour éviter des connexions plus profondes. Le temps a une façon de filer pendant que nous sommes occupés par d'autres choses, dit Martha, son regard sachant.
Avant que vous ne vous en rendiez compte, vous êtes vieux, vous vous demandant où sont passées les années. William hocha la tête, reconnaissant la douce sécheresse de ses mots. Je commence à comprendre cela. Quand William se prépara enfin à partir, Emma le raccompagna à la porte. Merci pour aujourd'hui, dit-elle formellement, comme si elle récitait une ligne qu'elle avait répétée. Pour tout. Tu n'as pas besoin de me remercier, Emma. Grand-mère dit que nous devrions toujours exprimer de la gratitude. Elle hésita, puis ajouta, l'école est vraiment bien. Je vais travailler dur pour mériter d'être là. La déclaration prit William au dépourvu. Tu le mérites déjà, Emma. Ne doute jamais de ça. Alors qu'il retournait à Manhattan, William réalisa que quelque chose de fondamental avait changé dans sa vision du monde. Pendant des années, il avait opéré sur le principe que les gens recevaient ce qu'ils gagnaient. Le succès était un résultat direct de l'effort et de la capacité. Mais la situation d'Emma défiait cette confortable supposition. Son intelligence et sa détermination étaient extraordinaires. Pourtant, sans intervention, ses circonstances auraient limité ses opportunités, quel que soit son mérite. Combien d'autres Emmas y avait-il? Se demanda-t-il leur potentiel inexploité en raison d'accidents de naissance et de circonstances. Les semaines suivantes établirent un nouveau rythme à la vie de William. Les matins chez Parker Innovations, les après-midi souvent passés avec Emma, les soirées parfois partagées avec la famille improvisée dans le Bronx. Il arrangea des tuteurs pour aider Emma à rattraper son retard en français et en latin, observa avec fierté alors qu'elle commençait à exceller dans ses cours et tira satisfaction de voir la santé de Martha s'améliorer progressivement. Noah aussi s'épanouissait. Le pédiatre que William avait trouvé le déclara parfaitement sain et se développant en avance sur le calendrier. Le mystère de sa parenté demeurait, mais à mesure que les semaines passaient, sans nouvelles de Mme Wilson ou de la supposée mère. Il devint de plus en plus clair que le bébé avait été abandonné aux soins de Martha et Emma. Chez Parker Innovations, cependant, les tensions montaient. Les heures réduites et l'attention divisée de William n'étaient pas passées d'inaperçues. Victoria, en particulier, était devenue de plus en plus hostile, surtout après que William eut refusé de l'accompagner à un gala majeur de l'industrie, un événement auquel ils avaient assisté ensemble pendant les 5 dernières années. Le conseil est préoccupé, l'informa-t-elle froidement. Le lendemain matin, Huang Enterprises envisage de retirer son investissement. Le contrat Henderson est toujours en suspens et maintenant, il y a des rumeurs sur vos activités extrascolaires. La tête de William se releva brusquement. Quelle rumeur! Le sourire de Victoria n'atteignit pas ses yeux. Que William Parker, bourreau de travail notoire et homme d'affaires non sentimental, a soudainement développé une faiblesse pour une famille de cas de charité, qu'il néglige ses responsabilités pour jouer au papa avec un enfant du Bronx. Elle se pencha en avant. Est-ce vrai? Avez-vous perdu votre mordant, William? L'accusation piqua précisément parce qu'elle reflétait sa propre inquiétude tacite. Avait-il changé? Sans aucun doute. Cela affectait-il son jugement commercial? Il n'en était pas sûr. Ma vie personnelle n'est pas la préoccupation du conseil, dit-il fermement. Elle l'est quand elle a un impact sur l'entreprise, rétorqua Victoria. Tout fonctionnait parfaitement avant que vous ne commenciez cela, quoi que ce soit. Projet de charité, crise de la quarantaine, monsieur. William se leva brusquement. Ça suffit, Victoria. J'apprécie votre souci pour l'entreprise, mais je vous suggère de vous concentrer sur la performance de votre propre département plutôt que sur mes choix personnels. Alors que Victoria s'éloignait en furie, William ressentit les premières manifestations d'une véritable inquiétude. Il avait bâti Parker Innovation à partir de rien, consacrant 20 ans de sa vie à son succès. L'entreprise employait des milliers de personnes, développait des technologies qui amélioraient. Des vies représentaient tout ce qu'il avait accompli. Pouvait-il équilibrer cette responsabilité avec son engagement croissant envers Emma, Martha et Noah? Et sous cette préoccupation pratique se cachait une question plus profonde. Si forcé de choisir entre la vie qu'il avait bâtie
et le lien inattendu qu'il avait trouvé avec cette famille de fortune, laquelle sacrifierait-il? Octobre apporta des pluies exceptionnellement fortes à New York. Emma pataugeait dans les flaques d'eau en rentrant de l'arrêt de bus, tenant son parapluie contre le vent. Après 2 mois à la Westbrook Academy, elle s'était installée dans une routine difficile, excellent académiquement, mais restant en mer, en périphérie socialement. Elle s'était fait une amie, Zoe Chen, une fille calme qui partageait son amour des mathématiques. Mais le fossé entre l'expérience de vie d'Emma et celle de ses camarades de classe riches restait difficile à combler. Alors qu'elle montait les escaliers de l'appartement 4B, Emma entendit les rires joyeux de Noah mêlés à une voix plus profonde et familière. Elle sourit, accélérant son pas. William visitait presque quotidiennement, arrivant souvent avant qu'elle ne rentre de l'école. Sa grand-mère, initialement méfiante, s'était progressivement réchauffée à sa présence. Noah, maintenant âgé de 9 mois, s'illuminait chaque fois que William entrait dans la pièce. « La voici », annonça William alors qu'Emma entrait. Il était assis par terre avec Noah, qui tentait d'empiler des blocs colorés. « Comment s'est passée l'école? »« Bien, » répondit Emma, posant son sac à dos. « J'ai eu un A à mon exposé d'histoire sur la guerre civile. »« Bien sûr que si, » dit fièrement Martha de sa chaise près de la fenêtre. Sa couleur était meilleure ces jours-ci, sa respiration moins laborieuse. Le spécialiste que William avait trouvé avait ajusté ses médicaments, et elle suivait un plan de traitement soigneusement surveillé. William se leva, brossant la poussière de son pantalon. Malgré sa tenue d'affaires formelle, il semblait de plus en plus à l'aise dans leur modeste appartement. « J'ai pensé que nous pourrions célébrer tes excellentes notes par un dîner ce soir. Comment l'italien sonne-t-il? » Emma hésita, regardant sa grand-mère. Les sorties avec William étaient encore une source de sentiments conflictuels. D'un côté, elle appréciait les expériences qu'il offrait. Restaurants, musées, librairies remplies de volumes, qu'elle ne pouvait que rêver de posséder. D'un autre côté, elle craignait de devenir dépendante de luxe qui pouvait disparaître aussi soudainement qu'ils étaient apparus. « Vous trois, allez-y », encouragea Martha. « Rosa sera là jusqu'à 8 heures, et je me sens fatiguée. »« De toute façon, êtes-vous sûre, grand-mère? Je peux rester avec vous. » « Emma Reynolds, dit fermement Martha, vous avez passé assez de soirées à tenir compagnie à une vieille Allez vous amuser. 1 heure plus tard, Emma se retrouva chez Luciano's, un restaurant élégant mais confortable dans la petite Italie. Noah était assis dans une chaise haute, fasciné par les lumières suspendues et le panier de graissins que William avait placé à sa portée. Emma portait l'une des nouvelles tenues que William avait insisté pour lui acheter. Une simple robe bleue qui lui donnait l'impression d'appartenir presque à de tels environnements. « J'ai parlé avec votre professeur de français hier, » mentionna William, alors qu'ils étudiaient les menus. Elle dit, « Vous avez complètement rattrapé votre retard. En fait, elle pense que vous pourriez être prête pour l'examen de placement avancé l'année prochaine. » Emma sourit, satisfaite des éloges, mais distraite. Toute la journée, une question s'était formée dans son esprit, et maintenant elle se pressait en avant, exigeant une voix. « William, » commença-t-elle, utilisant son prénom, comme il lui avait demandé à plusieurs reprises de le faire, « pourquoi faites-vous tout cela pour nous? » William posa son menu, lui accordant toute son attention. « Que voulez-vous dire? Vous avez aidé avec le médicament de grand-mère et la garderie de Noah et mon école. Vous visitez tout le temps. Vous nous achetez des choses. » Emma tordit sa serviette sur ses genoux. Personne ne fait autant sans s'en vouloir quelque chose. La question directe reflétait les dures leçons de la jeune vie d'Emma. Selon son expérience, la générosité venait généralement avec des contreparties. William considéra sa réponse attentivement. « Vous souvenez-vous du jour où nous nous sommes rencontrés? Ce que vous m'avez demandé? »« Si je pouvais avoir les restes de votre assiette, » dit Emma doucement. « Oui, et savez-vous ce qui m'a frappé dans cette question? Vous ne mendiez pas. Vous ne cherchiez pas la sympathie.
Vous demandiez simplement directement ce dont vous aviez besoin avec dignité. William se pencha en avant. Dans mon monde, Emma, c'est rare. Les gens passent la plupart de leur temps à essayer de s'impressionner mutuellement, prétendant qu'ils ont tout compris, cachant leurs vrais besoins derrière des couches de performance sociale. Il jeta un coup d'œil à Noah, qui mâchait un graissin avec contentement. Vous rencontrez, voir comment vous vous occupez de Noah et de votre grand-mère, malgré le peu que vous avez vous-même, cela m'a fait réaliser tout ce qui me manquait. De vraies connexions, un but au-delà du profit. Emma absorba ces mots, son expression pensive au-delà de ses années. Alors, nous sommes comme un projet pour vous aider à vous sentir mieux dans votre vie. William tressaillit de sa perspicacité. Non, du moins plus maintenant. Il passa une main dans ses cheveux, un geste qu'Emma avait appris à reconnaître comme un signe de son émotion sincère, plutôt que de sa persona corporate polie. Peut-être qu'au début, j'essayais juste d'aider ou même de me prouver quelque chose. Mais maintenant quoi? Maintenant, vous, Noah et votre grand-mère comptez pour moi. Je me soucie de ce qui vous arrive. L'aveu était à la fois vulnérable et libérateur. Est-ce si difficile à croire? Avant qu'Emma ne puisse répondre, le téléphone de William vibra. Il le regarda et fronça les sourcils. « Excusez-moi un instant, je dois prendre ça. » Emma le regarda s'éloigner de la table, sa posture se raidissant alors qu'il parlait. Quand il revint, son expression était troublée. « Tout va bien? » demanda-t-elle. « Juste le travail, » répondit William, forçant un sourire. « Rien pour vous inquiéter. » Mais il y avait de quoi s'inquiéter. Comme William le savait bien, Victoria Caldwell avait intensifié sa campagne contre son implication avec la famille d'Emma. Ce qui avait commencé comme des remarques inquiètes avait évolué en un effort coordonné pour saper son leadership. Les membres du conseil recevaient des emails anonymes détaillant son comportement erratique et ses associations douteuses. Des clients importants exprimaient des réserves sur la stabilité de l'entreprise. Le contrat Henderson, d'une valeur de millions, avait été officiellement annulé ce matin-là. William avait bâti sa réputation sur une concentration impitoyable et un détachement émotionnel. Des qualités qui lui avaient bien servi en affaires, mais l'avaient laissé mal équipé pour la transformation personnelle qu'il vivait. Maintenant, ces mêmes qualités étaient utilisées contre lui par quelqu'un qui connaissait intimement ses vulnérabilités. Pendant le reste du dîner, William maintint une façade joyeuse pour le bien d'Emma, mais son esprit était en pleine course avec des plans de contingence. Si l'influence de Victoria auprès du conseil continuait de croître, il pourrait faire face à un défi de leadership. Si des investisseurs clés se retiraient, le cours de l'entreprise chuterait. L'empire qu'il avait passé 2 décennies à construire pourrait s'effondrer en quelques semaines. Alors qu'il retournait dans le Bronx, Noah dormant paisiblement dans le siège auto que William avait installé, Emma étudia son profil dans la faible lumière. « Vous êtes inquiet pour quelque chose? » déclara-t-elle plutôt que de demander. William la regarda de nouveau, frappé par sa perspicacité. « Juste quelques complications commerciales. »« À cause de nous? » La voix d'Emma était calme mais directe. « Je vous ai entendu vous disputer au téléphone la semaine dernière. Quelqu'un était fâché du temps que vous passez avec nous. » William envisagea de détourner le sujet, mais décida de ne pas le faire. Emma avait affronté suffisamment de dures réalités dans sa vie pour mériter l'honnêteté maintenant. Certaines personnes de mon entreprise ne comprennent pas pourquoi j'ai changé mes priorités, reconnut-il. Mais c'est mon problème à résoudre, pas le vôtre. Emma resta silencieuse un long moment. Nous pourrions nous débrouiller, vous savez, si vous avez besoin de prendre du recul. Grand-mère va mieux et je peux m'occuper de Noah après l'école. L'offre faite avec une telle résignation mature transperça le cœur de William. Emma était prête à retourner à son existence surchargée plutôt que de lui causer des problèmes. « Cela n'arrivera pas, » dit-il fermement. « Je ne vous abandonne pas, Emma, ni pour les affaires, ni pour rien. » La conviction dans sa voix le surprit même lui.
Quand cette famille improvisée était-elle devenue si essentielle à son sentiment d'identité? De retour à l'appartement, Martha dormait déjà. William aida Emma à installer Noah dans son berceau, un vrai qui avait remplacé le tiroir où il dormait autrefois, puis s'arrêta à la porte. Emma, quoi qu'il arrive avec mon entreprise, je veux que tu saches que te rencontrer, toi et ta famille, a été la meilleure chose qui me soit arrivée depuis très longtemps. Je ne laisserai rien changer cela. Emma hocha solennellement la tête. Je vous crois. La simple déclaration de confiance fut ressentie à la fois comme un cadeau et une responsabilité. Alors que la voiture de William s'éloignait du trottoir, il ne remarqua pas la berline sombre garée à un demi-pâté de maison plus de loin, ni l'objectif de la caméra capturant son départ de l'immeuble. Le matin suivant, la tempête qui s'était accumulée éclata finalement. William arriva à son bureau pour trouver Bernard Cleenan, le conseiller juridique de l'entreprise, l'attendant avec une expression grave. « Nous avons une situation », commença Bernard sans préambule. « Le New York Business Journal publie un article sur votre implication personnelle avec une famille du Bronx. Il le présente comme une potentielle violation éthique, suggérant que vous pourriez mal utiliser les ressources de l'entreprise ou faire preuve d'un jugement discutable. » La mâchoire de William se serra. Qui est leur source? Anonyme officiellement, mais les détails. Bernard hésita. Il ne pouvait ne venir que de quelqu'un à l'intérieur de Parker Innovations. Quelqu'un ayant accès à votre emploi du temps, à vos appels. Victoria, dit William Plateman. Je ne nomme personne, répondit Bernard avec précaution. Mais qui que ce soit, il a été minutieux. Ils ont des photos de vous à l'immeuble, dans des restaurants avec la famille, même en train de récupérer la fille à la Westbrook Academy. L'article se demande si vous êtes devenu émotionnellement compromis et suggère que le conseil devrait envisager un leadership temporaire pendant que vous réglez vos problèmes personnels. William sentit une colère froide monter. Il ne s'agit pas de l'entreprise. Il s'agit de contrôle. Quoi qu'il en soit, c'est grave, continua Bernard. 3 membres du conseil m'ont déjà appelé ce matin. Henderson cite cela comme validation de leur décision de se retirer. Et Wang Enterprises a publié une déclaration exprimant son inquiétude quant à la stabilité de la direction. Les implications étaient claires. La position de William au sein de l'entreprise qu'il avait fondée était en jeu. Tout cela parce qu'il avait osé développer un lien humain authentique en dehors des paramètres soigneusement contrôlés de son existence antérieure. « Quelle est votre recommandation ?» demanda William, sa voix ferme malgré son trouble intérieur. Bernard soupira. « Professionnellement, éloignez-vous immédiatement de cette situation. Publiez une déclaration clarifiant que vos intérêts philanthropiques restent séparés des opérations commerciales. Assistez à la conférence de Singapour la semaine prochaine pour rassurer les partenaires internationaux. » Il marqua une pause. « Personnellement, je vous connais depuis 15 ans, William. Je ne vous ai jamais vu vous soucier de quoi que ce soit au-delà de cette entreprise. Si cette femme compte pour vous, battez-vous pour elle. Mais comprenez ce que cela pourrait coûter. » William hocha la tête, renvoyant Bernard d'un geste. Seul dans son bureau, il fixa l'horizon de Manhattan, l'empire de verre et d'acier qui avait défini son identité si longtemps. Puis il sortit son téléphone et regarda la photo la plus récente d'Emma, Noah et Martha, prises pendant leur dîner chez Luciano's. Leur visage reflétait quelque chose que son succès ne lui avait jamais donné. L'appartenance. Le choix, réalisa-t-il. Il avait déjà été fait. Il ne l'avait simplement pas pleinement reconnu jusqu'à présent. Sa détermination fut testée plus tôt que prévu. Cet après-midi-là, alors que la pluie martelait les fenêtres de la salle de conférence de Parker Innovations, William fit face aux membres du conseil réunis. Victoria était assise parmi eux, son expression un masque prudent de préoccupation professionnelle. « La stabilité de l'entreprise doit être notre priorité », disait-elle. Le comportement récent de William suggère qu'il pourrait avoir besoin de temps pour résoudre des problèmes personnels. Je propose une transition de leadership temporaire. Ce ne sera pas nécessaire, Tim, interrompit William
entrant dans la pièce avec une confiance mesurée. Mes engagements personnels n'ont pas affecté ma capacité à diriger cette entreprise. Le contrat Henderson suggère le contraire, remarqua Judith Winters, la plus ancienne membre du conseil, et ses reportages soulèvent des questions préoccupantes. William rencontra son regard directement. Le contrat Henderson a été perdu parce qu'ils ont reçu une meilleure offre de nos concurrents. Information dont Victoria était au courant, mais qu'elle a apparemment choisi de ne pas partager. Il se tourna vers Victoria, dont le sang-froid vacilla brièvement, tout comme elle choisit de ne pas mentionner que la source anonyme de ses reportages était sa propre création. Un murmure parcourut la pièce. Le visage de Victoria rougit de colère. C'est une accusation scandaleuse. Est-ce le cas? William posa un dossier sur la table. Ce sont des enregistrements de communication entre Victoria Caldwell et Jonathan Myers au Journal économique. Mon équipe de sécurité les a obtenus ce matin. Il détaille exactement comment cette histoire a été construite et quel était son but. La salle du conseil devint silencieuse alors que les implications s'imprégnaient. L'expression de Victoria passa du choc à la rage, puis finalement au calcul. Même si cela était vrai, dit-elle, se reprenant rapidement, cela ne change pas les faits. Vous avez négligé vos responsabilités ici pour jouer au sauveur d'une famille au hasard. La fille n'est même pas de votre famille. Le bébé a été abandonné. Assez. William la coupa, sa voix dangereusement calme. Ma vie personnelle n'est pas soumise à l'approbation du conseil. Ma performance professionnelle, cependant, est un terrain de jeu équitable. Il se tourna pour s'adresser au conseil au complet. Parker Innovation a augmenté sa part de marché de 12% ce trimestre. Notre nouvelle division technologique dépasse les prévisions de 17 millions et l'expansion Asie-Pacifique se déroule en avance sur le calendrier. Il se pencha en avant, les mains fermement posées sur la table. J'ai fondé cette entreprise. Je l'ai menée à travers des récessions, des bulles technologiques et des cracks boursiers. Si l'un d'entre vous estime que je ne suis plus capable de ce leadership, je vous invite à examiner les indicateurs de performance plutôt que d'écouter des scandales fabriqués. La tension dans la pièce était palpable. Finalement, Judith Winters parla. Je pense que nous avons été hâtifs dans nos jugements, William. Peut-être devrions-nous reporter cette discussion jusqu'à ce que les rapports trimestriels soient finalisés. Les autres membres du conseil murmurèrent leur accord, évitant le regard furieux de Victoria. Alors que la réunion fut ajournée, William resta derrière, faisant face à Victoria de l'autre côté de la table de conférence maintenant vide. « Vous ne vous en tirerez pas comme ça, » siffla-t-elle. « Ces gens vous utilisent. Ne voyez-vous pas ça? Ils ont vu une opportunité et ils l'exploitent à fond. » William la regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « Est-ce si impossible pour vous de croire que les gens puissent former des liens qui ne sont pas basés sur l'exploitation? » C'est une vision du monde triste, Victoria. C'est une vision du monde réaliste, claqua-t-elle, une que vous partagiez autrefois. C'est peut-être pour cela que j'étais aussi malheureux que vous, répondit William doucement. Victoria ramassa ses papiers avec des mouvements vifs et en colère. Ce n'est pas fini. Vous m'avez embarrassé devant le conseil, mais il existe d'autres moyens de vous faire entendre raison. La menace plana dans l'air alors qu'elle s'éloignait, laissant William seul avec la réalisation qu'il avait neutralisé un défi pour potentiellement créer un ennemi plus dangereux. Son téléphone sonna avec une alerte météo. La pluie persistante s'était intensifiée et des avertissements d'inondation étaient émis pour plusieurs zones, y compris des parties du Bronx. William tenta d'appeler le téléphone portable d'Emma, un cadeau récent pour les aider à rester en contact, mais ne reçut aucune réponse. Le nœud d'inquiétude dans son estomac se serra alors qu'il essayait le numéro de Martha avec le même résultat. Dehors, le ciel s'était assombri en un gris noir menaçant, la pluie tombant avec une férocité croissante. William attrapa son manteau et se dirigea vers l'ascenseur, un sentiment de pressentiment grandissant à chaque appel sans réponse.
Alors que sa voiture naviguait dans les rues de plus en plus dangereuses vers le Bronx, les reportages confirmèrent ses craintes. Des inondations éclairs se produisaient dans plusieurs arrondissements, avec une préoccupation particulière pour les zones basses près de la rivière. Des zones exactement comme le quartier où vivaient Emma, Martha et Noah. Les rues du Bronx s'étaient transformées en rivières déchaînées au moment où la voiture de William atteignit le quartier. Des véhicules abandonnés étaient à moitié submergés le long de Morris Avenue, leurs feux de détresse clignotant impuissants contre le déluge. Daniel, le chauffeur de William, ralentit jusqu'à s'arrêter alors que l'eau s'approfondissait autour des pneus. « Nous ne pouvons pas aller beaucoup plus loin, monsieur, » avertit Daniel, ses jointures blanches sur le volant. « Encore un pâté de maison et nous risquons d'inonder le moteur. » À travers les fenêtres striées de pluie, William pouvait voir des véhicules d'urgence avec des lumières clignotantes plusieurs pâtés de maisons plus loin, leurs sirènes ajoutant au chaos de la tempête. Son téléphone affichait une autre tentative d'atteindre Emma, toujours infructueuse. « Garez-vous ici, William, » ordonna enlevant déjà sa veste de costume. « Attendez-moi si vous le pouvez. Si l'eau monte encore, mettez-vous en hauteur et appelez-moi quand vous serez en sécurité. »« Monsieur, la police évacue cette zone. Vous ne devriez pas. »« J'ai besoin de les trouver, Daniel. » Quelque chose dans la voix de William fit taire d'autres objections. Daniel hocha la tête d'un air sombre. « Soyez prudent, monsieur. » Au moment où William sortit de la voiture, toute la force de la tempête le frappa. La pluie tombait de côté, portée par des rafales de vent qui firent coller sa chemise à sa peau en quelques secondes. L'eau dans la rue était déjà à la cheville et montait, emportant des débris des égouts débordants. William avança, s'orientant vers l'immeuble familier à 4 pâtés de maisons. Autour de lui, les résidents se précipitaient dans la direction opposée, beaucoup portant des enfants ou traînant des sacs emballés à la hâte. Un policier avec un mégaphone dirigeait les gens vers des bus d'évacuation. « Monsieur, vous devez vous diriger vers les bus. » Le policier cria lorsqu'il aperçut William se déplaçant à contre-courant des évacués. « Je cherche une famille dans l'immeuble 123, » rappela William, devant élever la voix contre le vent hurlant. « Une femme âgée, une jeune fille et un bébé. Cet immeuble est en cours d'évacuation maintenant. S'ils ne sont pas encore sortis, les services d'urgence les trouveront. » Le policier fit un geste emphatique vers les bus. « Cette zone inonde rapidement. Vous devez partir. » William n'hésita que brièvement avant de continuer à avancer. Si Emma, Martha et Noah étaient déjà évacués en toute sécurité, il les trouverait à l'abri. Sinon, la pensée le poussa à se déplacer plus vite, poussant contre le courant qui atteignait maintenant mid-café. Au moment où il atteignit l'immeuble, le niveau de l'eau à l'extérieur avait atteint ses genoux, et il pouvait la voir s'infiltrer au rez-de-chaussée. Le hall de l'immeuble était dans le chaos. Les résidents descendaient les escaliers en un flux constant, emportant toutes les possessions qu'ils pouvaient gérer. Un pompier aidait un homme âgé à descendre les dernières marches. « Je cherche la famille Reynolds », dit William, s'approchant du pompier. « Appartement 4B. Une femme âgée avec des problèmes cardiaques, une fille et un nourrisson. » Le pompier secoua la tête. « Le 4e étage est en cours de dégagement maintenant. Je n'ai encore vu personne correspondant à cette description descendre. » Il jeta un coup d'œil aux vêtements d'affaires trempés de William. « Vous êtes de la famille? »« Oui, » répondit William sans hésitation. « J'ai besoin de monter là-haut. »« Monsieur, nous nous occupons de l'évacuation. Si vous voulez juste... » William était déjà en train de passer, montant les escaliers 2 par 2. La cage d'escalier était bondée de résidents qui descendaient, beaucoup semblant effrayés et désorientés. Il se pressa contre le mur pour leur permettre de passer tout en continuant à monter. Le couloir du 4e étage était étrangement silencieux comparé au tumulte en dessous. William se dirigea rapidement vers l'appartement 4B, trouvant la porte déverrouillée, un signe inquiétant. À l'intérieur, l'appartement était faiblement éclairé, l'électricité apparemment affectée par la tempête. Emma, Martha, William appela, l'eau dégoulinant de ses vêtements sur le tapis usé.
William. La voix d'Emma vint de la chambre de Martha, tendue par la peur, mais contrôlée. Ici. Il les trouva dans la chambre où Martha était allongée sur le lit, sa respiration laborieuse et son visage livide. Emma se tenait à côté d'elle, une main sur le front de sa grand-mère, l'autre serrant Noah contre sa poitrine. Le bébé était inhabituellement silencieux, comme s'il sentait la gravité de la situation. L'immeuble est en cours d'évacuation, dit William, se déplaçant rapidement aux côtés de Martha. Les rues inondent. Nous devons tous vous sortir d'ici. J'ai essayé de préparer grand-mère, expliqua Emma, sa voix ferme malgré la peur dans ses yeux. Mais elle a eu des vertiges quand elle s'est levée et puis elle ne pouvait plus reprendre son souffle. J'avais peur de la bouger. William prit doucement le poignet de Martha, notant son pouls rapide et irrégulier. Ses médicaments et son oxygène étaient à proximité. Emma avait clairement essayé de stabiliser son état. « Martha, dit-il doucement, nous devons vous mettre en sécurité. L'immeuble n'est pas sûr en ce moment. » Les yeux de Martha s'ouvrirent, la reconnaissance se faisant jour alors qu'elle se concentrait sur lui. « William, tu es venu. »« Bien sûr que je suis venu. » Il lui serra la main. « Pouvez-vous marcher si je vous aide? » Martha essaya de s'asseoir mais retomba avec un soupir. « Je ne crois pas. » William prit une décision rapide. « Emma, rassemble tous les médicaments essentiels et les affaires de Noah. Nous avons des minutes, pas des heures. » Alors qu'Emma se déplaçait avec une efficacité habituelle, William appela Daniel. « Je les ai trouvés, mais nous avons besoin d'une évacuation médicale. Martha ne peut pas marcher et l'eau monte. » Il écouta brièvement. « Compris, nous serons sur le toit. » Il se tourna vers Emma qui avait rempli un petit sac à dos de médicaments, du lait maternisé de Noah et de quelques couches. Changement de plan. Les rues sont trop inondées pour une ambulance. Nous allons sur le toit pour une évacuation par hélicoptère. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent, mais elle hocha la tête, sa confiance en lui évidente. William souleva soigneusement Martha, qui lui sembla alarmement légère dans ses bras. Sa respiration était superficielle, sa peau froide au toucher malgré l'air humide. Emma ouvre le chemin. Reste prêt. Le couloir principal était maintenant complètement désert. L'éclairage d'urgence projetait des ombres étranges sur les murs. L'escalier au-delà du 4e étage était rarement utilisé et mal entretenu, mais il offrait leur seule route vers le toit. Emma monta régulièrement, Noah attaché contre sa poitrine, le sac à dos rebondissant sur ses épaules. William suivit, chaque pas prudent alors qu'il portait la forme fragile de Martha. Au moment où ils atteignirent la porte d'accès au toit, ses bras brûlaient d'effort, mais sa prise restait sûre. Le toit était une étendue plate de goudron et de gravier, offrant une vue panoramique sur le désastre qui se déroulait dans tout l'arrondissement. Les rues avaient disparu sous une eau boueuse qui continuait de monter. Au loin, des lumières d'urgence pulsaient à travers la pluie, et le projecteur occasionnel d'hélicoptères de sauvetage balayait les bâtiments assombris. « Par ici », dirigea William, se dirigeant vers le centre du toit où il serait le plus visible. « Emma, sors ton téléphone, active la fonction lampe de poche et agite-le quand tu entendras un hélicoptère. » Ils attendirent sous la pluie battante, William abritant Martha de mieux qu'il put avec son corps. Emma tenant Noah sous sa veste tout en scrutant le ciel. Les minutes s'étirèrent interminablement, marquées seulement par les respirations de plus en plus laborieuses de Martha et le tambourinement régulier de la pluie. Le téléphone de William sonna. « Daniel, les services d'urgence sont débordés, » rapporta son chauffeur. « Cela pourrait prendre des heures avant qu'ils n'atteignent votre position. » William fit un autre appel, celui-ci à un numéro que peu de gens possédaient. « Jason, c'est William Parker. J'ai besoin de l'hélicoptère de l'entreprise aux coordonnées que j'envoie maintenant. Urgence médicale. Oui, je comprends le risque. Doublez le salaire du pilote. Triplez-le si nécessaire. » Emma le regarda avec un mélange d'espoir et d'incertitude. « Quelqu'un arrive? » « Oui. » William l'assura. «
Bien qu'il sût que l'hélicoptère d'entreprise n'était pas conçu pour des opérations de sauvetage, surtout dans ces conditions. De l'aide arrive. Ils se serrèrent les uns contre les autres alors que la tempête poursuivait son assaut. Martha entrait et sortait de la conscience, chaque période d'éveil plus courte que la précédente. Noah, étonnamment, resta calme, son petit corps chaud contre la poitrine d'Emma. « William, » dit soudain Emma, sa voix à peine audible au-dessus du vent. « Si quelque chose arrive, grand-mère ne dis rien, » interrompit William fermement. « Ta grand-mère va aller bien. Nous allons tous aller bien. » Emma hocha la tête, mais ses yeux contenaient la connaissance de quelqu'un qui avait appris tôt que les réassurances ne se traduisaient pas toujours en réalité. « Mais si quelque chose arrive, promets-moi que Noah ne finira pas dans ce système. Promets-moi que tu t'assureras qu'il va bien. » La requête frappa William avec la force d'un coup physique. Même maintenant, face à sa propre perte possible, la préoccupation d'Emma était pour l'enfant abandonné qu'elle avait pris pour sien. « Je promets, Emma, mais rien ne va arriver à ta grand-mère, ni à toi, ni à Noah. » Il posa sa main libre sur son épaule, sentant sa petite silhouette trembler sous son contact. « Nous sommes une famille maintenant, nous tous, et je protège ma famille. » Le mot resta un suspens entre eux, fragile et puissant. Famille non par le sang ou la loi, mais par choix et circonstances, et quelque chose de plus profond qui défiait une définition facile. 20 minutes plus tard, ils l'entendirent. Le bruit rythmique des pelles d'hélicoptères coupant la tempête. Emma commença immédiatement à agiter la lumière de son téléphone en larges arcs au-dessus de sa tête. Le son devint plus fort, puis l'hélicoptère apparut, son projecteur balayant les toits jusqu'à ce qu'il les trouve. Le logo de Parker Innovation était visible sur le flanc de l'hélicoptère alors qu'il planait, luttant contre les vents traversiers pour maintenir sa position. Un harnais de sauvetage fut descendu, suivi d'une civière panier équipée médicalement. « Emma, d'abord avec Noah !» cria William au-dessus du bruit des rotors, l'aidant à attacher le bébé, puis elle-même dans le harnais. Il regarda, le cœur au bord des lèvres, alors qu'ils étaient hissés dans l'appareil en vol stationnaire. Le panier vint ensuite. Avec un soin infini, William transféra Martha dessus, fixant les sangles sur sa forme immobile. Alors que le panier était hissé, William aperçut un dernier regard sur le visage de Martha, pâle mais paisible, comme si elle s'était rendue à des forces au-delà de son contrôle. Lorsque le harnais revint pour lui, William n'hésita pas. L'ascension fut rude, l'hélicoptère ballotté par des rafales imprévisibles qui firent balancer le harnais de manière alarmante. La pluie le fouettait, l'aveuglant presque jusqu'à ce que des mains fortes l'attirent dans la sécurité relative de l'appareil. À l'intérieur, il trouva Emma serrant fort Noah, tandis qu'un infirmier, apparemment membre de l'équipage de l'hélicoptère, travaillait sur Martha. L'intérieur était exigu, non conçu pour le transport médical, mais le pilote avait clairement pris des dispositions d'urgence. « Comment va-t-elle » demanda William, se déplaçant aux côtés d'Emma. Le paramédical leva les yeux de l'application d'un masque à oxygène sur le visage de Martha. « Le pouls est faible mais régulier. La saturation en oxygène est faible. Elle a besoin d'un hôpital dès que possible. Nous nous dirigeons vers le Mont-Si. » La voix du pilote parvint à travers le casque que William avait reçu. 8 minutes. Le temps cause quelques retards, mais ils nous attendent. William hocha la tête pour les remercier, puis se tourna vers Emma. Ses vêtements étaient trempés, ses cheveux collés à sa tête, mais ses yeux étaient clairs et fixés sur sa grand-mère. « Tu as tout fait correctement, » lui dit-il, drapant une couverture d'urgence sur ses épaules, en obtenant ses médicaments, en gardant Noah en sécurité, en étant prête quand l'aide est arrivée. Emma s'appuya contre lui, le geste plus éloquent que les mots. Noah, sentant le changement de tension, s'était endormi dans ses bras, sa petite poitrine montant et descendant à un rythme paisible. L'hélicoptère vira brusquement, commençant son approche vers l'héliport de l'hôpital. En dessous d'eux, les lumières de la ville scintillaient à travers la pluie,
une constellation de résilience humaine contre la fureur de la tempête. Nous allons nous en sortir, dit Emma tranquillement, un écho de l'assurance précédente de William. Mais ces mots portaient aussi une question, un besoin de confirmation que cette chose fragile qu'ils avaient bâtie ensemble survivrait. Oui, et répondit William, son bras se resserrant autour de ses épaules. Nous le ferons. L'hôpital entra en action dès leur atterrissage. Martha fut emmenée à l'unité de cardiologie accompagnée d'une équipe de spécialistes alertés par l'appel anticipé de William. Emma, Noah et William furent conduits dans une salle d'attente privée où des vêtements secs avaient déjà été arrangés. Un autre résultat de l'influence de William. Des heures passèrent dans le calme stérile de l'hôpital. Noah fut examiné et déclaré sain malgré l'épreuve. Emma refusa de quitter la salle d'attente, même pour se changer, insistant pour rester là où les nouvelles de sa grand-mère viendraient en premier. Il était minuit passé quand le médecin apparut finalement, son visage ne révélant rien alors qu'elle s'approchait. « Monsieur Parker, je suis le Dr. Lynn, cardiologie. » William se leva, Emma immédiatement à ses côtés. « Comment va-t-elle? » Madame Reynolds a subi une insuffisance cardiaque aiguë exacerbée par le stress et l'exposition, expliqua le Dr. Lynn. Nous avons stabilisé son état, mais elle devra rester hospitalisée pendant au moins une semaine. Après cela, elle aura besoin de changements significatifs dans sa situation de vie. Une résidence au rez-de-chaussée ou un immeuble avec un service d'ascenseur fiable, un effort physique minimal, une surveillance médicale régulière. La main d'Emma trouva celle de William, ses doigts froids, mais sa prise forte, mais elle se rétablira. L'expression du Dr. Lynn s'adoucit alors qu'elle s'adressait directement à Emma. Votre grand-mère est remarquablement résiliente. Avec des soins appropriés, oui, elle devrait se rétablir, mais son cœur a subi des dommages. Son état nécessitera une gestion pour le reste de sa vie. Le pronostic resta en suspens. Pas une condamnation à mort, mais une restructuration fondamentale de l'avenir de Martha et par extension de celui d'Emma et de Noah. « Pouvons-nous la voir? » demanda Emma. Brièvement, le Dr. Lynn acquiesça. « Elle est consciente mais très faible. Essayez de ne pas l'exciter. » Martha était allongée au milieu d'un enchevêtrement d'équipements de surveillance, sa petite silhouette presque perdue dans le lit d'hôpital. Ses yeux étaient fermés quand ils entrèrent, mais ils s'ouvrirent au son des pas d'Emma. « Te voilà, » murmura Martha, sa voix à peine audible au-dessus des bips des machines. « Tous mes trésors, sains et saufs. » Emma se déplaça au chevet avec précaution, prenant la main de sa grand-mère. Le médecin dit, « Vous allez bien, grand-mère. Vous avez juste besoin de vous reposer. » Le regard de Martha se déplaça vers William, qui se tenait légèrement derrière Emma avec Noah endormi contre son épaule. « Tu nous as trouvés dans la tempête. »« Je te trouverai toujours, » répondit William simplement. Un fantôme de sourire effleura les lèvres de Martha. « Je te crois. » Ses yeux dérivèrent vers Noah, puis revinrent vers Emma. « Ma brave fille, toujours à prendre soin de tout le monde. »« Plus maintenant, » dit Emma avec un regard en arrière vers William. « Maintenant, nous avons de l'aide. » Les yeux de Martha se fermaient déjà, l'épuisement la gagnant, mais ses doigts se resserrèrent de brièvement autour de ceux d'Emma. « Famille, » murmura-t-elle. « Nous avons de la famille. » Alors qu'il laissait Martha se reposer, une infirmière s'approcha avec un porte-bloc de formulaire. « Monsieur Parker, il y a la question des papiers d'admission de Madame Reynolds et la politique de l'hôpital pour enfants exige une documentation de tutelle pour les mineurs admis sans parents. » Le rappel bureaucratique de leur situation inhabituelle parut discordant après l'intensité de vie ou de mort des heures passées. Emma se tendit à ses côtés, le spectre de la surveillance officielle ravivant toutes ses vieilles peurs concernant le statut précaire de Noah. William posa une main rassurante sur son épaule. « Je m'occuperai des papiers. Emma, pourquoi ne vous reposez-vous pas avec Noah dans la salle familiale? Je vous rejoindrai bientôt. » Alors que l'infirmière le conduisait vers le bureau de l'administration,
William passa une série d'appels à son avocat, à son assistant, à des contacts au sein du gouvernement municipal. Au matin, des arrangements temporaires de tutelle seraient en place. Les soins médicaux de Martha seraient entièrement couverts et les bases seraient jetées pour des solutions plus permanentes. Dans la salle familiale tranquille, il trouva Emma recroquevillée sur un canapé avec Noah, niché contre elle. Tous deux dormaient enfin, leur visage paisible au repos. William s'installa dans un fauteuil en face d'eux, veillant sur sa famille improvisée, alors que la tempête épuisait progressivement sa fureur contre les fenêtres de l'hôpital. Dehors, la ville qui les avait presque pris à lui commençait sa lente récupération. À l'intérieur, William Parker, qui avait passé une vie à construire des murs autour de lui, découvrit que lorsque ces murs s'effondrèrent enfin, ce qui s'engouffra n'était pas la destruction, mais la possibilité. Emma bougea, ses yeux s'ouvrant pour le trouver en train de regarder. « Vous êtes toujours là, » murmura-t-elle, la voix épaissie par le sommeil. « Je suis toujours là, » confirma William, « et je ne vais nulle part. » Elle hocha la tête, déjà retombant vers le sommeil, mais non sans murmurer la question qui s'était construite entre eux à travers les eaux de crue et les couloirs de l'hôpital et les espaces entre les battements de cœur. « Pourquoi faites-vous tout cela? » La vérité, c'est oui. La réponse de William vint sans hésitation, simple et transformatrice. « Parce que tu m'as montré ce à quoi ressemble le vrai amour. » À ce moment-là, alors que l'aube commençait à éclaircir l'horizon au-delà des fenêtres lavées par la pluie, William comprit qu'il n'avait pas sauvé cette famille. Il l'avait sauvée. Le printemps arriva à New York avec une douce persistance, faisant sortir de pâles bourgeons verts des branches d'arbres qui étaient restés nus tout au long de l'hiver rigoureux. Dans la véranda d'une maison de ville en grès de Brooklyn Heights, Martha Reynolds était assise dans un fauteuil confortable, la lumière du soleil réchauffant son visage alors qu'elle triait un panier de laine. À 70 ans, ses mains montraient le gonflement familier de l'arthrite, mais elle bougeait avec détermination alors qu'elle choisissait les couleurs pour son dernier projet. « Grand-mère, as-tu vu mon cahier de sciences? » appela Emma depuis le couloir, ses pas vifs et légers sur les planchers de bois franc. « Regarde sur la table de la salle à manger, » répondit Martha. « Tu travaillais sur ce modèle de système solaire hier soir. » Emma apparut dans l'embrasure de la porte, un tourbillon d'énergie à près de 12 ans. Les 6 derniers mois l'avaient transformée, non seulement physiquement, alors qu'elle grandissait et commençait à laisser l'enfance derrière elle, mais de manière plus subtile. La lassitude qui avait autrefois obscurci ses yeux s'était adoucie. Elle portait toujours des responsabilités au-delà de son âge, mais cela ne courbait plus ses épaules de son poids. « Trouvé !» annonça-t-elle triomphalement, agitant le cahier. « William vient de me chercher dans 10 minutes. Nous allons au planétarium après l'école pour des recherches. » Martha sourit à l'enthousiasme de sa petite fille. « Assure-toi que le déjeuner de Noah est emballé pour la garderie. Et n'oublie pas tes médicaments. » « Je sais. » Emma traversa la pièce pour embrasser la joue de Martha. Deuxième étagère du réfrigérateur avec l'étiquette bleue. William a déjà mis le rappel sur son téléphone et le tien. Le son de petits pieds foulant le couloir annonça l'arrivée de Noah. À 15 mois, il marchait avec assurance, son visage potelé illuminé par la joie d'une mobilité retrouvée. Il fonça sur Emma, les bras levés en une demande silencieuse. « Hé, petit gars !» dit Emma, le prenant dans ses bras avec une facilité habituelle. « Prêt pour la garderie. Mademoiselle Sophia a dit que tu empilais des blocs à 6 de haut hier. C'est assez impressionnant. » Noah babilla joyeusement en réponse, son vocabulaire encore limité, mais sa compréhension grandissant quotidiennement. Emma le porta à la cuisine, poursuivant leur conversation à sens unique sur la journée à venir. Martha les regarda partir, s'émerveillant de la transformation complète de leur vie depuis la nuit de l'inondation. Le séjour à l'hôpital avait duré 2 semaines. Plutôt que la semaine prévue, son cœur nécessitant un traitement plus intensif que ce qui avait été initialement pensé. Pendant ce temps,
William Parker avait soulevé des montagnes. La maison de ville en grès, où il vivait maintenant, avait été achetée et rénovée spécifiquement pour répondre aux besoins de Martha. Pas d'escaliers à naviguer, des portes plus larges pour les jours occasionnels en fauteuil roulant, un système de sécurité ultramoderne et un jardin qui fleurissait même au début du printemps. C'était plus de luxe que Martha n'avait jamais imaginé pour elle-même. Mais elle en était venue à l'accepter, non pas comme une charité, mais comme une expression de la famille qu'ils créaient ensemble. La sonnette retentit, suivie du bruit d'une clé dans la serrure. William avait insisté pour qu'ils aient tous les clés de ce qu'il appelait notre maison. Bien qu'il ait conservé son penthouse de Manhattan pour les longues nuits de travail et les réunions d'affaires. « Bonjour », appela William, ses pas s'approchant de la véranda. Il apparut dans l'embrasure de la porte, impeccablement vêtu comme toujours, mais avec une attitude détendue qui était absente lors de leur première rencontre. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui, Martha? »« Mieux qu'une femme de mon âge n'en a le droit, » répondit-elle avec un sourire. « Le docteur Patel dit que mes chiffres s'améliorent, bien que je soupçonne que cela ait moins à voir avec les médicaments et plus avec la tranquillité d'esprit. » William hocha la tête, comprenant le sens plus profond derrière ces mots. Avant qu'il ne puisse répondre, Emma apparut avec Noah dans un bras et son sac à dos jeté par-dessus l'épaule opposée. « Prête !» annonça-t-elle. « Le déjeuner de Noah est emballé et je me suis assuré. Grand-mère a son téléphone et son bouton d'urgence à portée de main. »« Excellent travail comme toujours, » répondit William, prenant Noah de ses bras. Le bébé saisit immédiatement sa cravate, un rituel quotidien que William prétendait protester mais appréciait secrètement. « Et comment va mon petit homme d'affaires aujourd'hui? Vous prévoyez des prises de contrôle hostiles à la garderie? » Le rire ravi de Noah emplit la pièce, un son qui ne manquait jamais d'éclaircir l'atmosphère. William démêla doucement sa cravate de la prise du bébé et le rendit à Emma. « Nous devrions y aller si nous voulons déposer Noah et te déposer à l'école à l'heure, dit-il. Martha Rosa sera là à 10 heures pour votre physiothérapie et j'ai arrangé la livraison du déjeuner à midi. » Martha les renvoya avec une tendre exaspération. « J'ai géré une classe de 30 élèves de maternelle pendant 35 ans. Je pense que je peux gérer une matinée seule. »« Bien sûr que vous pouvez, » acquiesça William, « mais faites-moi plaisir quand même. » Après leur départ, Martha s'assit dans la véranda tranquille, réfléchissant au chemin qui les avait conduits ici. Les processus légaux avaient été complexes, établissant William comme tuteur légal de Noah, assurant l'avenir éducatif d'Emma, créant une fiducie pour les besoins médicaux de Martha. Mais le voyage émotionnel avait été encore plus complexe, car 4 individus désespérés avaient appris à fonctionner comme une unité, leur vie entrelacée par choix plutôt que par obligation. Victoria Caldwell avait fait une dernière tentative pour discréditer William, divulguant les détails de son adoption non officielle d'une famille assistée à plusieurs publications économiques de premier plan. L'histoire avait en effet été publiée, mais avec un rebondissement inattendu. Au lieu d'un scandale, les médias l'avaient présenté comme une histoire réconfortante de responsabilité d'entreprise et de rédemption personnelle. William Parker, l'homme d'affaires impitoyable, avait révélé un côté humain qui avait résonné auprès du public. Martha sourit au souvenir du visage de Victoria lorsque William l'avait nommé à la tête de la nouvelle division d'engagement communautaire de l'entreprise, un rôle qui l'a effectivement mis à l'écart des opérations principales, tout en la rendant impossible à refuser sans paraître mesquine. C'était le genre de solution élégante qui révélait l'esprit stratégique de William tout en démontrant sa croissance au-delà de la simple rétaliation. La sonnette retentit, interrompant les réflexions de Martha. Rosa n'était pas attendue avant 1 heure et les livraisons passaient généralement par l'entrée de service. Curieuse, Martha utilisa sa canne pour se stabiliser alors qu'elle se dirigeait pour ouvrir la porte. La femme debout sur le perron était élégamment vêtue, ses cheveux argentés coiffés en un carré coûteux, sa posture suggérant quelqu'un habitué à l'autorité. Elle semblait avoir une 60aine d'années,
avec des traits que Martha trouva vaguement familiers. « Puis-je vous aider? » demanda Martha. La femme hésita, semblant retrouver son sang-froid. « Je suis Elizabeth Parker, la mère de William. Je crois qu'il m'a mentionné. » La surprise de Martha dut transparaître sur son visage, car Elizabeth ajouta rapidement. « Il ne sait pas que je suis ici. Je voulais vous rencontrer d'abord. »« Je vois. » Martha étudia la femme plus attentivement, reconnaissant maintenant la ressemblance avec William, le même regard direct, le même menton. « Voulez-vous entrer? » Elizabeth suivit Martha jusqu'au salon, ses yeux observant les environs avec une évaluation perspicace. Des photos de famille bordaient la cheminée, Emma tenant Noah au parc, William apprenant à Emma à jouer aux échecs, Martha lisant à Noah, et une image particulièrement chérie d'eux quatre à Thanksgiving. « C'est une jolie maison », commenta Elizabeth, s'asseyant avec la précision prudente de quelqu'un incertain de son accueil. « William s'en est assuré, » répondit Martha, s'installant dans son propre fauteuil. « Puis-je vous demander ce qui vous amène ici aujourd'hui, Madame Parker? » « Elizabeth, s'il vous plaît. » Elle marqua une pause, ses mains jointes fermement sur ses genoux. « J'ai suivi la vie de William de loin pendant de nombreuses années. Nous ne sommes pas proches depuis que son père et moi avons divorcé. » Martha hocha la tête, sachant d'après les rares mentions de William de ses parents que la séparation avait été acrimonieuse. William prit au milieu de deux personnes à forte volonté qui avaient militarisé l'affection de leur fils dans leur bataille l'un contre l'autre. Quand j'ai entendu parler de ce qui s'est passé après l'inondation, de vous et des enfants, j'ai été surprise, continua Elizabeth. William a toujours gardé les gens à distance. Même enfant après le divorce, il s'est retiré, a bâti des murs. Elle regarda directement Martha. Je me suis souvent demandé si c'était notre faute, celle de son père et la mienne. Les enfants sont résilients, dit Martha doucement, mais ils apprennent de ce qu'ils voient. Si l'amour est présenté comme un champ de bataille, ils peuvent décider qu'il est plus sûr de ne pas s'engager du tout. Le sang-froid d'Elizabeth vacilla légèrement. Oui, je crains que ce soit exactement ce qui s'est passé. Elle prit une inspiration. Quand j'ai vu les nouvelles histoires sur la nouvelle famille de William, sur vous tous, je n'y ai pas cru au début. Cela lui semblait si peu ressemblant. Les gens peuvent vous surprendre, observa Martha, surtout quand ils trouvent quelque chose qui vaut la peine de changer. C'est pourquoi je suis ici, admit Elizabeth. J'aimerais rencontrer eh bien, je ne suis pas sûr comment les appeler, mes petits-enfants. Est-ce présomptueux de ma part? La question resta en suspens dans l'air, chargée de décennies d'éloignement et d'un espoir retrouvé. Martha considéra la femme devant elle, fière mais vulnérable, tendant la main par-delà un abîme de sa propre création. « William viendra chercher Emma à l'école à 15h30, dit finalement Martha. Il rentre généralement directement à la maison. Noah revient de la garderie vers 16h. Si vous voulez attendre, vous pourriez tous les rencontrer. » Le soulagement adoucit les traits d'Elizabeth. « J'aimerais beaucoup. » Les heures qui suivirent furent remplies de conversations prudentes qui se réchauffèrent progressivement à mesure que les deux femmes découvraient des intérêts communs en matière d'éducation et de jardinage. Elizabeth, il s'avéra, avait été professeure d'université avant de prendre sa retraite pour se concentrer sur le travail philanthropique. Elle posa des questions réfléchies sur les progrès scolaires d'Emma et le développement de Noah, montrant un intérêt sincère pour leur vie. Au moment où la porte d'entrée s'ouvrit à 16h moins le quart, Martha avait formé une impression favorable de la mère de William, une femme qui avait fait des erreurs, mais qui semblait sincèrement intéressée par la rédemption. « Grand-mère, tu ne croiras jamais ce qui s'est passé en cours de sciences aujourd'hui, » appela Emma en entrant, sa voix s'éteignant alors qu'elle percevait la présence d'une étrangère. William apparut derrière elle, se figeant dans l'embrasure de la porte lorsqu'il reconnut la visiteuse. « Mère, dit-il, son ton soigneusement neutre. C'est inattendu. » Elizabeth se leva, son sang-froid vacillant légèrement sous le regard méfiant de son fils. « William, j'espère que vous ne dérangez pas.
Je voulais rencontrer votre famille. Emma les regarda tour à tour, évaluant rapidement la situation avec sa perspicacité caractéristique. Vous êtes la maman de William. Je suis Emma. Elle s'avança, offrant sa main avec une assurance qui rendit Martha fière. C'est un plaisir de vous rencontrer. La simple courtoisie brisa la tension. Élisabeth prit la main d'Emma, son sourire sincère. C'est merveilleux de vous rencontrer aussi, Emma. Votre grand-mère m'a parlé de vos réussites à l'école. Très impressionnant. William resta près de la porte, son expression illisible. Martha capta son regard, offrant un léger hochement de tête d'encouragement. Après un moment d'hésitation, il entra dans la pièce. « Comment nous avez-vous trouvés ?» demanda-t-il à sa mère. « J'ai mes ressources, » répondit Élisabeth, puis s'adoucit. « En fait, votre assistante a peut-être aidé. Je peux être très persuasive quand c'est nécessaire. » Le sourcil de William se leva légèrement, un geste qu'Emma avait récemment commencé à imiter. « Je devrais lui parler des protocoles de sécurité. »« Ne soyez pas trop dur. Avec elle, dit Élisabeth, la famille est un argument convaincant. » Le mot resta en suspens entre eux, lourd d'histoire et de possibilités. Emma, sentant les sous-entendus, prit en charge la situation avec son pragmatisme habituel. « Nous allons bientôt chercher Noah à la garderie. Voudriez-vous venir avec nous, Madame Parker? Il est vraiment mignon, et il vient d'apprendre à dire livre et plus et haut. » Elizabeth jeta un coup d'œil à William, cherchant la permission. Après un instant, il hocha légèrement la tête. « Nous prendrons ma voiture. Il y a déjà un siège auto installé. » La sortie à la garderie marqua le début d'une réconciliation prudente. Elizabeth se révéla naturelle avec Noah, qui était d'abord timide, mais se réchauffa rapidement à elle lorsqu'elle sortit de son sac à main un petit jouet en bois, un éléphant sculpté qui avait autrefois appartenu à William enfant. « Vous avez gardé ça? » demanda William, regardant sa mère montrer à Noah comment la trompe de l'éléphant bougeait de haut en bas. « J'ai tout gardé, » répondit Élisabeth doucement. « Chaque bulletin scolaire, chaque photographie, chaque souvenir. » Pendant le dîner, auquel Élisabeth avait été invitée, la conversation s'apaisa progressivement pour prendre des rythmes plus confortables. Emma les divertit avec des histoires de l'école, tandis que Noah charma tout le monde avec ses tentatives de se nourrir de spaghettis. William resta quelque peu réservé, mais ses défenses s'étaient perceptiblement abaissées. Alors que la soirée touchait à sa fin, Elizabeth aida Emma à débarrasser la table. Une tâche inattendue et domestique pour une femme qui avait probablement employé du personnel de maison la majeure partie de sa vie. « Viendrez-vous encore? » demanda Emma, tendant une assiette à sécher à Elizabeth. Elizabeth regarda vers le salon où William parlait doucement avec Martha. « J'aimerais bien, si ça convient à tout le monde. »« Je pense que ce serait bien, » dit Emma avec la franchise qui lui était si caractéristique. « William ne parle pas beaucoup de sa famille, mais je pense qu'il lui manque d'en avoir une. Une vraie, je veux dire. » Elizabeth regarda la jeune fille pensivement. « Vous êtes très sage pour votre âge, Emma. » « C'est ce que grand-mère dit. Mais je dis juste ce que je vois. » Emma plaça la dernière assiette dans le placard. « Tout le monde devrait avoir une famille, même les adultes comme William. » Dans le salon, une conversation parallèle se déroulait. « Votre mère semblait sincère, » observa Martha, regardant le profil de William alors qu'il regardait par la fenêtre. « Elle a toujours eu des manières impeccables, » répondit-il, une trace d'ancienne amertume dans le ton. « C'est plus que des manières, » répondit doucement Martha. « Elle a gardé vos jouets d'enfance, William. Elle suit votre carrière. Elle est ici. Elle tend la main. » William se tourna pour lui faire face, son expression troublée. Après 20 ans de silence, mieux vaut tard que jamais. Martha maintint son regard. Croyez-moi sur ce point. J'ai vécu assez longtemps pour savoir que peu de regrets sont plus profonds que les liens que nous ne parvenons pas à réparer quand nous en avons la chance. Avant que William ne puisse répondre, Emma et Elizabeth revinrent de la cuisine. Noah s'était endormi sur le canapé, son petit corps recroquevillé autour de l'éléphant en bois.
Je devrais y aller, dit Elizabeth, ramassant son sac à main. Merci de m'avoir permis d'interrompre votre soirée. William raccompagna sa mère à la porte. Là, la conversation était trop calme pour que les autres l'entendent. Quand il revint, son expression était pensive. « Elle revient ?» demanda Emma directement. « Dimanche, » répondit William, « pour le déjeuner. » Les mois qui suivirent apportèrent des changements progressifs mais significatifs à leur cercle familial en expansion. Elizabeth devint une visiteuse régulière, établissant finalement un lien authentique avec Emma, qui appréciait ses vastes connaissances en art et en littérature. Avec Noah, Elizabeth découvrit un côté ludique d'elle-même longtemps réprimé par les attentes sociales et les exigences professionnelles. Sa relation avec William évolua plus lentement, des décennies de distance n'étant pas facilement surmontables. Mais à l'approche de l'été, leurs interactions devinrent noticeably plus chaleureuses, marquées par des blagues intérieures et des références partagées qui laissaient entrevoir la guérison de vieilles blessures. La vie professionnelle de William s'était également transformée. Parker Innovations avait lancé une initiative majeure axée sur la technologie éducative pour les communautés mal desservies, un projet directement inspiré par ses expériences avec Emma. L'empreinte philanthropique de l'entreprise s'était élargie, incluant désormais un financement substantiel pour la recherche cardiaque et les services de soutien familial. Le plus significatif, cependant, fut le changement chez William lui-même. Le cadre déterminé et isolé avait cédé la place à un homme qui quittait régulièrement le travail à 17 heures pour assister aux événements scolaires d'Emma ou emmener Noah au parc. Son style de gestion s'était adouci, permettant une prise de décision plus collaborative et une culture d'entreprise plus saine. Les employés qui craignaient autrefois ces normes exigeantes appréciaient désormais son nouvel équilibre entre excellence et humanité. Par une chaude soirée de juin, alors qu'une lumière dorée filtrait à travers les fenêtres de la maison en grès, William convoqua une réunion de famille dans le salon. Martha, Emma et Noah se rassemblèrent avec des expressions curieuses, tandis que William restait debout, inhabituellement nerveux. « J'ai quelque chose d'important à discuter avec vous tous, » commença-t-il. « Comme vous le savez, légalement parlant, notre situation est non conventionnelle. Noah est sous ma tutelle, Emma est sous la garde de Martha, et nous vivons tous ensemble par accord mutuel. » Le visage d'Emma montra une inquiétude immédiate. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Essayons-ils de nous séparer? Non, rien de tout ça, l'assura William rapidement. Au contraire, en fait. Il prit une profonde inspiration. J'ai travaillé avec mes avocats pour créer un arrangement plus permanent. Si vous êtes tous d'accord, j'aimerais adopter formellement Noah. Noah, jouant sur le sol avec des blocs, leva les yeux au son de son nom, offrant un sourire ensoleillé qui tira sur le cœur de tout le monde. Et Emma, continua William, sa voix plus douce maintenant. J'aimerais aussi devenir votre tuteur légal. Martha resterait votre grand-mère et parent légal, mais je partagerai la responsabilité de vos soins et de votre avenir. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Vous voulez m'adopter, moi aussi? En substance, oui, répondit William, mais seulement si c'est ce que vous voulez. Ce serait entièrement votre décision. Emma resta silencieuse un long moment, traitant les implications. Est-ce que je vous appellerai papa? La question prit William au dépourvu, l'émotion rendant sa voix rauque. Tu pourrais m'appeler comme tu veux, Emma. William va bien, mais si tu voulais m'appeler papa un jour, je serais honoré. Martha regarda attentivement sa petite fille, prête à soutenir quelle que soit la décision qu'elle prenait. Emma avait fait tellement de choix d'adulte dans sa jeune vie. C'était peut-être le plus significatif à ce jour. Emma regarda de William à Martha, puis à Noah, qui avait abandonné ses blocs pour trottiner vers elle. Elle prit le bébé dans ses bras, un geste qui était devenu une seconde nature. « Je pense, dit-elle lentement, que Noah a besoin d'un papa et moi aussi. » Sa voix se renforça avec certitude. « Alors oui, je veux que tu sois notre papa. »
Le mot resta en suspens dans l'air, simple et pourtant profond dans ses implications. William traversa la pièce et s'agenouilla devant Emma et Noah, son sang-froid habituel d'homme d'affaires nulle part en évidence alors qu'il les serrait tous deux dans une étreinte prudente. « Merci, mais ceci, murmura-t-il, les mots étant inadéquats pour le cadeau qui lui avait été fait. Martha essuya discrètement une larme de sa joue, témoin de la guérison des blessures à travers les générations, l'abandon d'Emma, les débuts incertains de Noah, l'isolement émotionnel de William. En ce moment de connexion, les morceaux brisés de trois vies distinctes se reformèrent dans quelque chose de plus fort et de plus beau que leur état originel. Le week-end suivant apporta une autre étape. Elizabeth arriva pour sa visite dominicale désormais régulière, cette fois accompagnée d'un photographe que William avait commandé. La famille se rassembla dans le jardin qui était en pleine floraison pour leur premier portrait officiel. Alors qu'ils s'arrangeaient sur un fond de rose et de lierre, William avec Noah sur la hanche, Emma debout entre William et Martha, Elizabeth placée légèrement sur le côté de Martha. Le photographe leur demanda de ne pas bouger. Dans ce moment suspendu, avec la lumière du soleil de fin d'après-midi dorant leur visage, William regarda l'improbable constellation de personnes qui étaient devenues sa famille. Martha, dont la sagesse les avait guidés à travers la transition d'étrangers, approche. Emma, dont le courage et la compassion avaient brisé son cœur soigneusement gardé. Noah, dont la confiance innocente leur rappelait quotidiennement les joies simples de la vie. Même sa mère Élisabeth retrouvant le chemin de la connexion après des années d'éloignement. « Tout le monde dit famille », ordonna le photographe. Alors que l'obturateur cliquait, capturant leur image pour la postérité, William réalisa que le mot ne représentait plus un concept abstrait ou une obligation commerciale. La famille était devenue sa réalité, désordonnée, exigeante et infiniment plus épanouissante que l'empire d'acquisition qu'il avait bâti auparavant. La photographie finirait par prendre une place de choix dans l'entrée de la maison en grès, un témoignage visuel de la vérité que la famille n'est pas toujours créée par le sang ou la naissance. Parfois, elle se forme dans les circonstances les plus inattendues, une rencontre fortuite dans un restaurant, un plaidoyer désespéré d'une enfant protégeant la sienne, un homme découvrant que sa capacité d'amour était plus grande qu'il ne l'avait jamais imaginé. Un portrait non seulement de 4 personnes souriant à un appareil photo, mais d'une vérité profonde. Que la famille, dans son sens le plus vrai, est ce que nous créons lorsque nous nous choisissons jour après jour à travers les tempêtes, à la fois littérales et figuratives, construisant quelque chose qui peut résister aux forces les plus puissantes que la vie apporte contre. Alors que l'été s'épaississait autour de leur maison de Brooklyn, William Parker, autrefois défini uniquement par ce qu'il possédait, se retrouva redéfini par ce qu'il avait donné. Son cœur, son nom, son avenir, tout offert à 3 personnes qui lui avaient montré ce que cela signifiait d'appartenir. Et Emma Reynolds, qui avait un jour demandé de simples restes dans l'assiette d'un étranger, découvrit que parfois l'univers nous rend nos petits actes de courage.